Camille Prunet, vous êtes enseignante et chercheuse en esthétique et théorie de l'art à l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes spécialiste des représentations artistiques du vivant et des relations entre art et science. Vous avez publié l'ouvrage Pensée, l'hybridation, art et biotechnologie en 2018 et co-dirigé l'ouvrage Seconde Nature en 2019. Vous êtes également critique d'art et commissaire d'exposition. C'est à vous. Merci pour cette présentation, Pauline, et merci beaucoup aussi pour l'introduction qui va me faciliter grandement les choses. Et tout d'abord aussi, merci aux organisateurs et aux équipes pour cet accueil et pour cette invitation, donc, dans le cadre de ce cycle de conférences qui nous réunit aujourd'hui donc, sur les questions de mutation du vivant. Et c'est bien dans ce cadre que je vous proposerai de partager quelques remarques sur ces questions, donc, mais depuis donc, le champ de l'art où je me situe. Alors, je suis d'autant plus contente d'être ici que la dernière fois que j'ai parlé de ces questions-là, et notamment de mon livre, c'était ici à Rennes, dans cette très belle et très petite bibliothèque, mais merveilleuse, de la planète Io, en centre-ville. Donc voilà, je suis contente de revenir ici. Alors, les œuvres que je vais vous montrer pratiquent l'hybridation des formes, l'hybridation des médiums et aussi l'hybridation des techniques. Attention aux âmes sensibles, je préviens tout de suite, il y a certaines œuvres qui peuvent heurter les sensibilités. Mais vous allez voir que ce faisant, pratiquant l'hybridation donc sous différentes formes, elles interrogent fortement le statut du vivant. Alors, pour tisser ensemble jusqu'à ces œuvres de manière progressive, je voudrais commencer peut-être d'abord par m'intéresser au terme de mutation. Alors, peut-être, est-ce que c'est possible, par contre, de... Voilà, merci. Au terme de mutation, qui est intéressant, parce que ce terme... nous aurions tendance d'emblée peut-être à le situer du côté justement de la biologie. Or, initialement, le latin mutatio indique de façon très large un changement d'état, une altération durable. Le terme de mutation a été finalement employé en biologie assez tardivement, enfin plus tardivement, avec donc la publication de la théorie de la mutation par le botaniste néerlandais Hugo de Vries, entre 1901 et 1903, dans lequel donc, il s'est intéressé à la question de la mutation. En fait, plus précisément, ce botaniste s'est intéressé à partir de l'observation d'une plante qui était l'Eunothera, c'est pour ça que je vous ai mis quelques illustrations ici, issues de son livre, donc l'Eunothère ou encore l'onagre. Eh bien, De Vries donc, propose une théorie des mécanismes de l'évolution différente de celle de Darwin. Cette théorie de Vries, elle est fondée sur l'idée que des mutations ou des variations soudaines génèrent de nouvelles espèces. En réalité, on s'est aperçu que ce qu'il observait, c'était de la variabilité génétique et pas de la mutation génétique. Néanmoins, ça a permis d'introduire cette idée que les mutations peuvent être effectivement à la base de l'évolution biologique. Autre chose concernant la mutation, c'est qu'on sait tous que durant l'Italie de la Renaissance, la notion de mutation était présente à travers cette idée de fragilité du monde, de mutabilité du monde, qui était centrale donc, dans cette pensée de la Renaissance italienne. Et je vous ai mis un exemple de Léonard de Vinci, qui peut-être en art est le meilleur exemple qu'on puisse donner de cette attention à la fragilité et à la mutabilité du monde dans cette période-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, le terme de mutation en italien, mutation, a pu prendre un sens politique, un sens donc plus étroit. Effectivement, dans le domaine politique, l'ouvrage ouvrage collectif qui s'appelle Le vocabulaire européen des philosophes, qui est un magnifique ouvrage dirigé par Barbara Cassin, nous apprend que les Italiens de la Renaissance ont étendu donc ce terme de mutation aux révolutions politiques qui affectaient à ce moment-là les cités italiennes.
C'est notamment Machiavel qui l'utilise dans Le Prince. Il parle de mutazioni pour parler des révolutions dans les cités italiennes. On voit donc que le terme de mutation emporte avec elle cette idée de changement. Comme on l'a vu, les changements d'état sont inhérents à la question du vivant. La question qu'on peut se poser alors, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce terme de mutation génère autant de crispation, de sueur froide, voire même de sensations d'angoisse chez nous. Alors, une réponse évidente possible serait celle-ci. On observe dans le monde contemporain et quotidiennement, ça a été rappelé, des mutations résultant des manipulations humaines appliquées à grande échelle sur le monde vivant. Clonage animal, prothèses, OGM, assistance à la reproduction, etc. Il y a une paradoxale réaction qu'on connaît bien, qui a été beaucoup analysée, de fascination et de peur, donc devant effectivement ce que peut la science contemporaine. Et on s'aperçoit que dans ce contexte-là, le terme de mutation reprend à nouveau une dimension politique. La frontière à défendre, ici, n'est plus la frontière de la cité italienne, mais une autre frontière, plus vaste et plus complexe, sans doute, qui est celle de l'être vivant. La mutazione, ou encore la révolution du vivant, cette fois donc. Depuis les années 1990, des artistes ont identifié les enjeux dont je vous parle et se penchent sur ce que ces modifications à grande échelle font sur le monde vivant, font aussi, plus précisément, à notre imaginaire et à nos représentations du monde vivant. Et c'est ainsi que j'en arrive à la question donc de ces œuvres qui nous invitent, entre présentation et représentation, on le verra, à interroger le vivant. Alors pour ça, je vais commencer par vous lire une très courte rétrofiction que j'avais écrite pour conclure l'introduction de mon ouvrage Pensée l'hybridation, où justement il y est question d'une mutation biotechnologique revendiquée par un artiste. Et donc cette courte rétrofiction, on va le voir, va nous permettre de soulever quelques questions. 2006, quelque part dans la banlieue de Chicago. Une jeune femme, Myriam, lit dans son jardin à côté de ses lapins. Tous deux blancs, ils se ressemblent, et pourtant Myriam sait qu'Alba, la lapine de gauche, est spéciale. Elle l'appelle souvent Froggy pour s'amuser. Elle se souvient de son arrivée dans sa famille après le voyage à Paris. Alba est vieille maintenant. Son arrière-train est bloqué par l'arthrose et elle peine à bouger. Elle n'en a plus pour longtemps. Myriam sourit en y pensant. Ce lapin est une star. Il a fait la une des plus grands journaux du monde entier. Et son père en a fait une des icônes du bioart. Difficile de croire qu'il peut apparaître vert fluorescent en le voyant là, allongé dans l'herbe, baignant dans la lumière de fin d'après-midi, se dit-elle. Et, haussant les épaules, elle reprend sa lecture. Donc ce court texte est en fait un prétexte pour s'interroger, et s'interroger sur quoi ? Eh bien, ce texte en fait revient sur une œuvre qui est un phénomène, le phénomène Alba, puisque Alba est une icône du bioart qui a été créée de toutes pièces donc, par Eduardo Katz en l'an 2000, et qui est donc cette fameuse lapine que vous voyez derrière moi à l'écran, qui a été hybridée génétiquement avec une méduse, devenant donc verte fluorescente sous une lumière spéciale. Cette lapine, à l'époque, avait été empruntée à un laboratoire de l'INRA pour une séance photo. Alors, il faut savoir que l'INRA achète régulièrement ce type de matériel, entre guillemets, OGM, pour ses expériences de recherche, l'intérêt étant que la fluorescence permet de suivre des flux, notamment d'identifier des tumeurs, sans avoir à ouvrir les animaux, sans avoir à les tuer. Dans le court texte que je viens de vous lire, la fiction tient au fait que l'artiste, en fait, n'a jamais pu rapporter cette lapine chez lui, donc dans sa famille à Chicago,
bien qu'il en ait émis le souhait à l'époque, puisque l'INRA n'a pas accepté de la lui céder. Mais c'est aussi une fiction sur une fiction, puisque Katz prétend avoir créé cette lapine génétiquement modifiée alors qu'elle préexistait, puisque je vous ai expliqué que c'était un matériel de l'INRA. Cependant, dire qu'il a créé cette lapine n'est pas faux en un sens. Il l'a faite effectivement exister sur la scène artistique alors qu'elle était une lapine anonyme dans un laboratoire. Donc il l'a vraiment rendue visible et a aussi rendu visible sa fluorescence, puisque en l'accentuant donc grâce à un logiciel d'image, puisque vous vous doutez bien que la dite lapine, même sous une lumière spéciale, n'est pas aussi fluorescente que ce qu'il y a à l'écran. L'œuvre d'Eduardo Katz donc, nous permet d'éclairer ce qui est en jeu désormais. La lapine alba, par exemple, donc, n'est pas devenue naturellement fluorescente. Elle a nécessité une intervention humaine. Et il s'agit d'une intervention humaine faisant appel à une technologie complexe, qui est une manipulation génétique précise, maîtrisée, une hybridation donc, entre une lapine et une méduse. Ce qui est intéressant ici, c'est le fait que l'artiste a opéré un glissement en inscrivant cette manipulation biotechnologique, donc initialement inscrite dans le champ des recherches scientifiques, dans le champ artistique. Une série de questionnements viennent comme ça quand on réfléchit à la situation. C'est quel sens prend alors cette hybridation? À quel titre aussi l'artiste se permet-il, s'autorise-t-il ce geste? Parler d'hybridation, par ailleurs, je l'ai rapidement évoqué, revient à discuter de questions de frontières. Donc ici, on peut se demander à quel moment Alba cesserait-elle d'être une lapine à nos yeux? Est-ce que c'est le moment où on verrait des tentacules de méduse commencer à pousser dans ses oreilles ou au niveau de ses pattes? Et enfin, on peut se demander qu'engage ce genre de démarche artistique dans notre façon de nous représenter le monde vivant, ainsi que les relations de type écologique que nous entretenons dans ce monde. Donc voilà un ensemble de questions qui méritent qu'on s'y attarde un tout petit peu. Et pour ça, on va s'intéresser plus spécifiquement peut-être à la question des frontières du vivant, en prenant peut-être un autre exemple que la lapine alba, mais en restant donc avec des œuvres qui utilisent des matériaux vivants. Donc là, il s'agit du collectif, vous le voyez, Art Orienté Objet, dans une performance intitulée « Que le cheval vive en moi ». Donc pour parvenir à cette performance, c'est un projet qui a duré, vous le voyez, plusieurs années, 2006-2011, plusieurs années de collaboration avec des laboratoires de recherche pour permettre la mise au point donc, de cette performance qui consiste en fait à réaliser une transfusion de sang de cheval sur l'artiste Marion Laval-Jeantet, que vous voyez plus spécifiquement ici à droite. L'injonction a finalement été pratiquée dans le cadre que vous voyez ici, c'est-à-dire dans cette performance au sein de la galerie Capellica en février 2011. Donc il faut savoir que Marion Laval-Jeantet avait été préparée, effectivement sensibilisée pendant plusieurs mois à des immunoglobulines chevalines pour effectivement rendre son sang compatible avec celui du cheval. Donc la performance, elle a consisté à injecter certains éléments du sang de cheval à l'artiste, en sachant qu'au moment où c'était en train de se préparer, cette performance, on ne savait effectivement pas quel impact cette transfusion aurait sur l'humain. Lors des prises qui ont préparé donc cette performance, l'immunoglobuline animale envoyait déjà des signaux assez intenses à l'artiste, mais qu'elle a revécu à ce moment-là très fortement parce qu'elle a une dose plus forte, et qui se traduisent par, ces signaux très intenses, se traduisent par une hyperactivité, une hypernervosité.
Alors, pour expliquer cette démarche, les artistes ont expliqué avant qu'elle n'ait lieu que l'idée au départ, était une recherche sur l'intégration par l'humain d'une part animale pour tenter donc un dialogue interespèces. Ils nous disent ainsi, je les cite, « La question de l'animalité nous travaille. L'art existe pour élargir les limites de la conscience et par conséquent pour chercher à comprendre l'autre. L'animal, c'est aussi un autre. L'œuvre sur laquelle nous travaillons en ce moment, donc celle-ci, est au cœur de ce rapport à l'animal en tant qu'autre. » L'enjeu pour Marion Laval-Jeantet, qui a reçu cette injection, était de ressentir de l'intérieur donc cette fameuse conscience animale. L'idée, c'est que l'échange, si vous voulez, d'éléments biologiques est au cœur de la performance comme vecteur de communication. On voit là que les frontières entre humains et animaux sont temporairement rendues poreuses, en quelque sorte pour permettre justement cette communication, mais sous une forme biologique et surtout sous une forme non strictement humaine. Les informations étant transmises donc ici par le sang. Marion Laval-Jeantet explique que les capacités biologiques sont investies ici de l'intérieur et sans recours effectivement à des technologies qui seraient extracorporelles, de type prothèse, etc. Elle explique, je la cite, « Nous sommes là confrontés à une définition du post-humain intériorisée. Il ne s'agit plus d'augmenter le corps grâce à des extensions technologiques, il ne s'agit pas d'une extracorporéité, mais bien d'un corps dont les fonctions vont évoluer par une modification physiologique interne. » Donc la frontière naturelle entre l'humain et le cheval se trouve transgressée, on le voit très bien dans cette performance, par les artistes qui voient, on l'a compris, un moyen de suggérer d'autres formes de communication avec les non-humains, ici avec un cheval. Ça me ramène à la question de l'hybridation, puisque dans le champ de l'art, il faut savoir que la notion d'hybridation permet notamment d'insister sur le moment d'émergence des formes, c'est-à-dire sur le moment qui voit l'œuvre s'approprier des éléments initialement exogènes, initialement étrangers, pour produire donc une forme. On retrouve cette idée que l'hybridation constitue un processus de croisement entre des entités initialement étrangères les unes aux autres. Mais ce terme d'hybride possède aussi une histoire qui est intéressante de relever ici, puisque le terme d'hybride résulte lui-même d'une hybridation entre le latin hybrida, qui veut dire donc, de sang mêlé, bâtard, et le grec hubris, qui signifie l'excès. Donc on associe, on le voit depuis très longtemps, la question de l'hybridation à une connotation morale plutôt négative. Et là, on voit dans cette performance, justement, cette notion d'hybridation, comment elle travaille aussi le terme lui-même. Alors, bien sûr, on peut se dire que dans la mesure où, le jour de la performance, les objets les plus visibles, finalement, de cette hybridation en question, donc hybridation homme-animal, même femme-cheval, pour être très précis, donc les objets les plus visibles ont été finalement une seringue et une boîte de pétri, pour le dire un peu vite, mais quand même. Finalement, on ne sait absolument pas ce qui ressort d'une fiction ou de la réalité. Ce qui était déjà le cas pour Alba, finalement. Mais quelque part, peu importe, parce que finalement, on se rend compte que l'œuvre fait travailler nos modes de représentation du monde vivant et elle les questionne. C'est-à-dire que cette œuvre nous amène à nous demander, mais qu'est-ce qu'on peut partager de nos sensations avec les autres vivants ? Jusqu'où on peut s'hybrider entre vivants ? À quel moment devient-on mutant ? C'est-à-dire, en fait, à quel moment
on peut dire qu'une hybridation devient réellement un changement d'état durable dont on ne peut que constater qu'elle a donc donné lieu à une entité vivante, à une autre entité vivante. Marion Laval-Jeantet est-elle encore Marion Laval-Jeantet ? Donc c'est aussi ces questions-là qui se retrouvent révélées par cette hybridation, fictionnelle ou non. Mais penser la question de l'hybridation, penser la mutation, ne consiste pas seulement à interroger ce type d'hybridation. Il faut aussi envisager ce que les images produites par ces artistes font finalement à notre façon de regarder, de percevoir le vivant. On s'aperçoit qu'une mutation du regard s'opère parce que, effectivement, les images dont je parle sont vivantes, et elles sont vivantes, j'ai envie de dire, doublement. Elles sont vivantes d'abord parce qu'elles contiennent effectivement des éléments vivants, ce sont des œuvres partiellement vivantes, voire totalement vivantes, et par ailleurs, les images qu'elles produisent affectent leur environnement, et notamment, elles affectent le regard humain qu'elles sollicitent de façon très différente des œuvres classiques. Mais peut-être pour mieux le comprendre, et pour mieux comprendre donc, cette dimension vivante de l'image, on peut se pencher sur cette œuvre, donc celle de l'artiste Lia Giraud. Donc encore une œuvre effectivement formée à partir d'entités vivantes ici, puisque je vais vous parler d'images algaégraphiques, c'est-à-dire d'images qui sont produites à partir d'algues. Ici, on a un ensemble d'œuvres, de photographies réalisées à partir de microalgues qui sont utilisées comme support photosensible de l'image. Donc les microalgues, qui sont des cellules végétales de petite taille, vous voyez en fait les échantillons qui proviennent du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, donc avec qui Lia Giraud a travaillé pour mettre au point ces algaégraphies. Ce sont donc des cellules, je disais, végétales de petite taille qui vont se déplacer en fonction de la lumière, en étant effectivement naturellement attirées par les zones lumineuses, puisque c'est le principe de photosynthèse qui s'opère. Lia Giraud explique, je cite pour nous introduire à la façon dont fonctionnent ces images, donc elle nous explique que réagissant à la projection d'un négatif sur elle, les microalgues se positionnent pour former les différents aplats de l'image. Simultanément, la photosynthèse permet à l'image de se développer, de densifier les zones où les microalgues se sont positionnées. Après 4 jours d'exposition dans une boîte noire, isolée de la pollution lumineuse extérieure, donc, les œuvres sont fixées dans un milieu nutritif, une gélose, qui permet leur survie. Cette fixation est toute relative car l'image formée ne s'arrête pas pour autant d'évoluer, nous dit-elle. Alors je voudrais ici insister sur le fait que l'hybridation est d'abord formelle. C'est une hybridation des pratiques et des médiums, puisque c'est une hybridation de la photographie et de la culture d'algues. Cette hybridation, elle révèle une mutation de notre regard par le biais de la création de cette image processus. Je m'explique. On voit très bien comment se forme l'image, et notamment dans certaines vidéos de l'artiste. Alors peut-être si je ne suis pas trop en retard, je vais... C'est très court. Vous allez voir, c'est très court. C'est juste que ça permet de saisir ce moment, effectivement, de formation de l'image avec les algues. Donc là, on voit vraiment cette idée d'image processus, d'image en cours de constitution qui se forme donc sous nos yeux.
qui m'intéressait ici, c'est qu'on voit clairement ce mouvement qui s'opère donc dans la constitution de l'image. Et ce type de mouvement, j'allais dire, de l'image, on peut aussi tout à fait le voir dans le cadre d'une exposition comme celle de la Fabrique du Vivant, où il y a eu aussi des images de Lia Giraud. Et peut-être que Olivier Zetoun, qui intervient tout à l'heure, nous en parlera. Mais en tout cas, l'idée que je voulais évoquer ici, c'est l'idée que l'image perçue n'est jamais tout à fait la même. Ici, l'hybridation invite à une mutation de notre regard sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de chercher à quel moment l'œuvre est finie, à quel stade on peut la considérer achevée, et donc à quel moment on peut commencer à émettre un jugement, à proposer une analyse. Ici, l'analyse va se porter sur le processus d'émergence des formes, sur le moment d'hybridation, tout comme l'analyse portera sur aussi ce qui ne se révèle pas. Donc l'image processus de ces œuvres hybridées, on comprend aussi à travers les œuvres que j'ai citées d'Eduardo Katz et d'art orienté objet, déconstruit notre regard. En effet, l'œuvre en général se veut la représentation de la nature au sens classique, à tout le moins d'une idée, d'une démarche, éventuellement d'un questionnement, mais elle est aussi ici présentation d'un moment réel. Donc on a plusieurs registres de regard qui se retrouvent convoqués et qui se conjuguent. Donc nous ne regardons plus un objet d'art, nous regardons un processus écologique complexe, un milieu. Milieu dont on ne voit évidemment pas tous les échanges qui vont lui permettre d'exister. Et cette mutation du regard, justement, réside dans le fait d'associer des modalités de voir très différentes qui sont presque étrangères finalement les unes aux autres. On regarde un processus biologique, mais en même temps on regarde une image, une étape de vie algale, etc., etc. Donc on regarde une réalité biologique et son image. On est dans la vie et dans le voir. Donc c'est une hybridation de la vie et du regard. Ce qui m'a rappelé d'ailleurs une phrase de Walker Evans qui disait « Nous sommes ce que nous voyons ». Donc on peut discuter de la valeur artistique de ces œuvres, mais on ne peut pas leur dénier la capacité à avoir su passer ce que la mutation du monde vivant pour les artistes... On ne peut pas leur dénier la capacité à avoir su faire passer que la mutation du monde vivant pour les artistes allait s'opérer par une révolution de notre regard, une mutation du regard du spectateur. De la même façon qu'on se demande jusqu'où la lapine Alba reste une lapine, jusqu'où Marion Laval-Jeantet se trouve affectée, contaminée, jusqu'où les photographies de Lia Giraud en sont encore, on se demande jusqu'où nous sommes, nous, publics, affectés par ces représentations et jusqu'où ces hybridations modifient nos représentations du monde vivant. Donc les images processus que j'ai évoquées investissent les possibilités de dialogue et d'échange dans une approche écologique. Même Alba posait les questions de nos relations avec les animaux domestiques et de nos responsabilités vis-à-vis de ces générations d'animaux sélectionnés pour notre confort. Je voudrais évoquer maintenant, assez rapidement, avant de passer à un autre aspect, la question du soin et de la maintenance qui est visible dans ces œuvres processus où justement la question écologique, c'est-à-dire la question des interactions, est centrale. Alors je vais vous parler d'une œuvre semi-vivante cette fois, très connue, en tout cas dans le domaine de l'art biotechnologique, qui est cette œuvre donc, intitulée « Les poupées du souci », Semi-Living Worry Dolls en anglais, qui est une œuvre donc, produite par Tissue Culture and Art, constituée de 2 artistes aujourd'hui, Oren Katz et Yonette Zour. L'idée de ce projet, déjà, de ce collectif, c'est de travailler sur la culture tissulaire. Donc, c'est un projet artistique, si vous voulez, qui est fondé sur une technique
qui est une technique de croissance artificielle de la peau. Et donc, ils sont hébergés dans une université, dans un laboratoire de recherche en Australie, à Perth. La technique utilisée, donc, de culture tissulaire, elle est au centre de cette œuvre que je vous présente là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquent les artistes. Ils disent « les poupées », donc ils parlent de cette pièce-là, font partie de notre Tissue Culture and Art Project, qui consiste à utiliser la culture de tissus humains in vitro comme nouveau médium de création sculpturale. Donc ces artistes travaillent sur des parcelles microscopiques, on peut le dire, de corps humain. Les poupées du souci donc, sont des sculptures semi-vivantes créées pour, en tout cas c'est ce que proposent les artistes, pour donner à réfléchir sur un statut hybride d'être-objet. On a ici 7 agglomérats cellulaires qui sont créés sur le modèle en fait, des poupées guatémaltèques auxquelles on confie traditionnellement nos soucis. Donc on a un sentiment d'ambiguïté sur la nature, effectivement, de ces choses qui sont présentées à nous, et qui est renforcé par le fait que les artistes demandent au public de leur confier leurs soucis, comme c'est le cas traditionnellement vis-à-vis des poupées guatémaltèques. Ces poupées, je l'ai dit, donc, sont des amas cellulaires. En fait, au départ, elles sont formées de matériaux synthétiques qui sont peu à peu remplacés au cours de l'exposition par le développement des cellules vivantes, des cellules de peau, qui vont, en grossissant, dégrader en fait, l'enveloppe polymère qui les contient. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire des sculptures qui sont plutôt des masses informes, très très petites, parce que c'est très long, évidemment, à faire croître. Et par ailleurs informes, parce qu'en fait, leur croissance, elle dépend de tellement de facteurs que c'est quasiment impossible de savoir comment elles vont réussir, de maîtriser donc, cette croissance. Donc on est là, nous, en tant que public, face à une forme de vie extrêmement précaire qui dépend totalement du soin, de la maintenance assurée par les humains pour rester en vie. La démarche de ces artistes, dans ce contexte-là, c'est d'interroger encore une fois nos responsabilités en tant qu'humains, et aussi, on peut dire, en tant que démiurge, parce qu'il y a cette idée-là derrière, évidemment, ici. Donc, vis-à-vis de ces vivants non humains que nous créons artificiellement. Alors, on voit, au niveau, justement, de ces questions de frontières, que l'œuvre, elle éclate ici ses propres frontières, parce qu'on a du mal déjà à voir l'œuvre, et elle met en danger aussi sa pérennité, puisque l'œuvre dépend de son environnement, et donc cet échange intensifié avec son environnement va faire que l'œuvre tend à se confondre finalement avec cet environnement qui, dès qu'elle rentre en contact avec, elle se modifie, voire elle meurt. Donc l'œuvre devient intérieure et extérieure, matérielle et immatérielle, visible et invisible. L'œuvre vivante, ici, vraiment, défie le régime de l'image et nous oblige effectivement à nous poser la question du soin accordé à ces œuvres pour qu'elles puissent subsister. En parlant donc de cette importance de l'environnement par rapport à ces œuvres pour qu'elles puissent exister, ce qui m'intéresserait dans un dernier temps, qu'on va voir ensemble, c'est la question aussi d'une mutation par contact, par contamination. Donc après avoir envisagé plusieurs œuvres, on a vu qui impliquent du vivant, je vous propose qu'on passe à des œuvres dont la diffusion est peut-être un peu plus classique, mais qui vont nous permettre de mieux comprendre comment, cette fois-ci, même un contact visuel et sonore ici,
permet de suggérer de façon indirecte une forme d'altération et donc à terme de mutation. Alors vous voyez que je vous ai mis une diapositive où on voit une œuvre de Mona Hatoum qui date déjà de 1994, qui s'intitule « Corps étranger ». Cette œuvre, c'est une installation vidéo sonore. Le public entre dans cette structure blanche que vous voyez ici, qui est une structure blanche quasiment circulaire, mais un peu en forme d'œil, avec une vidéo projetée au sol et donc un système sonore qui est sur les côtés. La vidéo se compose d'images que vous voyez, réalisées grâce à une caméra endoscopique qui nous montre la surface, mais aussi l'intérieur, les orifices du corps de l'artiste. Donc le dispositif de monstration invite le spectateur, qui donc se positionne à l'intérieur de cette structure, qui ressemble d'ailleurs à un scanner, à plonger littéralement son regard dans l'intimité corporelle de l'artiste. Mona Hatoum explique par rapport à cette œuvre « Je voulais faire ressentir l'impression que le corps devient vulnérable face au regard scientifique qui le sonde, qui envahit ses frontières, qui le transforme en objet. » Cette idée de sonder le corps est aussi ici renforcée par le fait que, en plus d'être physiquement plongé dans cet intérieur, donc on a un son qui a un son de battement, de pulsation cardiaque, donc diffusé de façon circulaire, qui participe vraiment à cette immersion. Le spectateur va se retrouver assez violemment confronté à un amas de chair rose, à des fluides aussi, à cet intérieur charnel. Et ce qui fait dire à Mona Hatoum, quand vous rentrez dans la pièce, vous avez par endroits l'impression d'être au bord d'un abîme qui peut vous avaler, l'utérus dévoreur, le vagin denté, l'angoisse de castration. On ressent une menace, c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de mes œuvres. Fin de citation. Donc on voit qu'il y a une volonté de la part de l'artiste de traiter le corps vraiment comme un territoire cerné, menacé, mais il y a aussi un effet par rapport à ça vis-à-vis du spectateur, c'est que face aux images fragmentées dans lesquelles le corps tout entier finalement est assimilé à une cavité, eh bien le public lui-même se sent menacé. L'artiste vient perturber le regard des spectateurs en les confrontant donc à son intimité, à cette intimité révélée, qui, cela dit, pourrait être celle de n'importe quel autre être vivant, parce qu'il y a un doute qui subsiste sur le fait qu'on est dans le corps de l'artiste. Enfin, quand on lit le cartel, on le sait, mais sinon, on ne sait même pas si on est vraiment dans l'intérieur d'un être vivant. Alors, il y a des images qui permettent de le deviner, mais bon, ça dépend à quel moment on prend l'installation. Donc ces images vont engager de la part du spectateur une posture de voyeur, bien sûr. Je dis bien sûr parce que c'est le côté scopique de la caméra qui l'engage, mais aussi possiblement quand même de futures victimes. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne sera pas la prochaine personne dont l'intérieur deviendra extérieur, dont l'intérieur se retrouvera exposé, etc., etc. Donc l'image nous contamine insidieusement par les menaces qu'elle porte en elle, sans que finalement il n'y ait aucun sens qui puisse être réellement dégagé de ces images isolément. Ici, on a compris que l'objet hybride, c'est la caméra. La caméra endoscopique constitue l'élément étranger qui est autorisé à pénétrer dans cet espace protégé du corps par sa fonction médicale. C'est ça qui justifie que la caméra puisse rentrer dans le corps. Et l'artiste elle utilise un terme très fort puisqu'elle parle d'un viol de l'intimité. Elle dit « Tout a commencé par la recherche d'idées à propos de la surveillance. Je me suis dit que l'introduction de la caméra, qui est un corps étranger, à l'intérieur du corps, constituerait le viol absolu de l'être humain
en ne laissant pas le moindre recoin inexploré. Donc ici, la chair, la peau ne constitue pas une source d'échange, mais une frontière entre soi et les autres, frontière complètement explosée par ce regard scrutateur de la caméra et cette exposition qui suit, donc exposition au regard du public. Ouais, d'accord, merci. Le corps humain s'offre comme un espace à surveiller, à contrôler, de façon systématisée et amplifiée avec donc cette technologie. Donc on voit que le recours à cette caméra endoscopique participe à construire ces images hybrides aussi parce qu'elles engagent, comme nouveau régime d'image de l'imagerie médicale, donc à l'image d'art. Finalement, les images hybridées qui nous sont données à voir suggèrent une mutation du vivant, aussi parce qu'elles ne nous montrent pas. Ici, l'être vivant a disparu, et son intégrité physique est touchée pourtant, laissant place donc à cet espace, à cette masse de chair dense, rose, informe, et donc possiblement à un vivant mutant. Alors, un même rapport relativement problématique au corps se retrouve chez Aziz et Kusher dans cette série que vous voyez là, où ils présentent donc des portraits d'hommes et de femmes en pied retouchés par ordinateur. Bon, juste pour le dire très rapidement, ils se sont associés en 1991 pour travailler ensemble dans une période très marquée par le sida, et je le mentionne parce que l'un des deux était séropositif. Donc la peur de la maladie et de la mort a été au cœur aussi de leur travail. Ici, le terme de faith, honor and beauty renvoie comme à une devise, foi, honneur et beauté. Une devise qui n'est pas sans rappeler quelques régimes autoritaires et qui nous renvoie encore à cette idée de mutation avec une connotation politique. Comme d'ailleurs le relevait un des commentateurs de leur œuvre, les idéaux des uns peuvent facilement être les cauchemars des autres. Donc, on a une esthétique dépouillée, froide et maîtrisée dans ces photographies qui donc nous montre des corps quasiment où les sexes ont disparu, où les organes génitaux sont effacés. Et cette absence de sexe, pourtant, n'empêche pas que les genres soient très marqués. On le voit puisqu'on associe l'homme à la batte de baseball, la femme aux pommes, etc. Ce qui est renforcé donc par les titres. L'utilisation de la photographie numérique et d'un logiciel de traitement d'images, ici, produit des images lisses dans lesquelles on voit clairement l'artificialité de l'image. Un corps muté qui emporte avec lui donc cette idée d'un corps cyborg comme une résistance aussi à la fragilité du corps humain. Donc l'hybridation, ici, elle paraît a priori relativement positive. On a des images qui sont lumineuses, claires, je parle sur le plan esthétique, lumineuses et claires. L'image, dans sa construction même, elle reflète la perfection de cette hybridation de l'humain avec la machine. Effectivement, on est dans une réplication industrielle. Ces êtres ne sont plus que des images qui se reproduisent grâce à des machines, évitant ainsi toute contamination sexuelle, tout fluide suspect, tout danger de disparition, finalement. Donc on est vraiment dans cette idée de perte de singularité à l'heure du clonage. Donc vous voyez que dans ces deux dernières œuvres, c'est moins l'image processus que l'image surface qui est investie par les artistes pour suggérer la façon dont nos imaginaires du corps humain travaillent. Et cette image surface, elle vient révéler ce qu'on attend finalement du corps humain aujourd'hui. On le veut transparent, sain, lisible et docile, sans profondeur, isolé, sans risque de contamination avec le milieu extérieur. La question du soin, comme de la mort, semble complètement évacuée apparemment. Et ces images, parce qu'elles se refusent à nous montrer, ou parce qu'elles nous montrent, mais de façon extrêmement contrôlée, travaillent également
et évidemment très intensément nos représentations du vivant. Donc ici, la question de l'hybridation se trouve abordée sous l'angle du contrôle et de la sécurité. C'est une hybridation volontairement déshumanisée, non vivante et finalement anti-écologique. Alors, j'ai encore 2 petites minutes. C'est ma conclusion. Merci. Donc les quelques œuvres que j'ai évoquées, vous le voyez, invitent à se saisir de ce monde en mutation forcée, qu'elles rendent visible en soulignant ce vivant durablement altéré par l'humain. Comment notre regard et nos représentations du vivant se trouvent affectés dans un tel contexte. Rendre visible cette mutation, parfois discrète, revient à révéler ce que les changements opérés par les humains sur le monde vivant font à notre imaginaire, mais aussi à notre compréhension du vivant. Donc, en se penchant sur ces œuvres, on se rend compte qu'elles engagent aussi à reconsidérer le regard, le soin et l'attention que nous portons sur le regard. Donc, une mutation du regard s'opère, le regard mute et il mute vite, parce qu'il s'adapte à des régimes de visibilité nouveaux qui l'altèrent fortement par l'omniprésence évidemment des technologies qui médiatisent notre rapport à la vie. On pense évidemment à l'omniprésence numérique et aux écrans tactiles qu'on manipule. Mais le regard mute aussi parce qu'il conjugue à grande échelle des visions qui sont humainement impossibles, l'extrêmement petit et l'extrême lointain, l'apparent et le caché dévoilé, etc. Tout regard esthétique est d'abord un regard humain, bien sûr, mais aussi un regard écologique, un regard qui dialogue, échange, discute avec le milieu regardé. Merci. J'essaie de terminer. Merci Camille. Alors nous avons, on va dire qu'on a 5 grosses minutes pour poser des questions à Camille si elle le souhaite. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, non. Pas de courageux. Pas de choc nerveux. Pas de choc nerveux, non. Pas d'évanouissement, tout va bien. Ok. En ligne, des questions ou pas du tout non plus ? Les gens sont timides. Moi, j'avais une question à vous poser sur le projet Seconde Nature sur lequel vous avez travaillé et la manière dont, justement, tout le travail que vous avez fait avant sur l'hybridation, comment ça a pu changer le regard que vous avez eu dans le cadre de ce projet. Est-ce que ça l'a influencé ? Est-ce que ça a eu une influence sur votre lecture de ce projet ? C'est une vaste question. Alors le projet Seconde Nature, juste pour resituer, c'était un projet donc, qui partait du fait que dans le cadre d'une adaptation d'une loi européenne, on enlevait des barrages le long de l'Orne pour retrouver, une fois ces barrages enlevés, donc une meilleure oxygénation donc, de l'eau, puisqu'une meilleure circulation de l'eau, et donc aussi pour permettre effectivement aux espèces aquatiques de mieux circuler dans l'Orne. Donc nous, ce qui nous avait intéressé, puisque je travaillais sur ce projet-là avec Thierry Ved, Jana Winderen et Agnès Villette, donc 3 artistes, ce qui nous avait interpellé, c'est le terme de renaturation. C'est-à-dire qu'on se demandait, alors peut-être c'est là où ça rejoint la question de l'hybridation, c'est à quel moment on est face à l'entité initiale. C'est à quel moment on peut dire que là c'était la nature, et donc comment on renature. On fait quoi? On gomme, on efface, on remet, comment ça marche? Donc ce terme-là nous avait interpellés, et donc on avait aussi interpellé d'ailleurs les pouvoirs publics qui travaillaient sur ces questions-là. Donc ils étaient revenus un peu sur le terme de renaturation et proposaient restauration écologique, ce qui moi m'avait fait rebondir sur la question de la restauration des tableaux, qui est encore voilà. Mais
Mais en tout cas, sur cette question c'est pour ça qu'on a appelé ça seconde nature. C'est vraiment parce qu'il y avait cette idée qu'il y aurait eu une nature première, qu'on vraiment on identifiait, une entité première. Et il y a toujours cette difficulté, quand on parle d'hybridation, de savoir à quel moment il y a effectivement une entité fermée réellement, en fait. Et voilà. Et donc c'est un peu ces questions-là de savoir à quel moment on est dans quelque chose qui est vivant, donc poreux avec son environnement, et donc dans une hybridation, mais à son échelle écologique, et à quel moment on bascule, ce que je disais, dans une mutation forcée, dans une hybridation forcée à grande échelle, où là on instrumentalise pour le coup cette capacité naturelle à échanger à notre profit humain, la plupart du temps quand même, et donc quelles en sont les conséquences en fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bon, peut-être laisser la place. Si, quelqu'un. Je crois qu'avec les mesures Covid, je ne peux pas vous donner le micro, mais je vais le tenir pour vous. Oui, je trouve ce questionnement tout à fait intéressant. Et bon, moi qui suis biologiste, ça nous amène très directement à une question: quelle est la référence? Alors je vais vous donner l'exemple précis. Le bien-être animal, on fait souvent référence à l'animal sauvage comme étant l'animal le plus heureux sur la Terre, qui est comblé et plein de bien-être, versus un certain nombre d'animaux qui ont été domestiqués par l'homme. Et en fait, je pense que la question de l'hybridation et des limites, telles que Camille Prunet vient de le présenter, pose pour nous et fait écho à au questionnement que l'on a. Est-ce que c'est vraiment l'animal sauvage qui doit être la référence dans notre problématique bien-être, référence idéale, ou est-ce que effectivement où se trouve la limite? Et deuxième idée, finalement, est-ce que c'est pas finalement notre regard extérieur qui, de manière tout à fait instinctive et pas du tout argumentée, préfère mettre l'animal sauvage parce qu'on a une image en tête du bonheur de l'animal sauvage tel que Walt Disney nous l'a montré, versus un animal domestiqué qui serait fatalement beaucoup plus malheureux. Donc je trouve intéressant cette présentation, parce que pour nous, ça peut aussi nous questionner sur... ça fait écho à un certain nombre de nos questions. Camille? J'en suis très contente. non, mais oui. Bah oui, il y a cette question, effectivement, l'animal à l'état sauvage est stressé, quoi, hein. Je pense pas qu'il soit tout à fait... Mais ça veut pas dire que pour autant ça correspond pas à une écologie qui lui est propre, et voilà, et qui peut être intéressante quand... Mais après, effectivement, reprojeter à l'envers, voilà, quand il est entre guillemets à l'état sauvage, il est à l'état sauvage et ça se discute pas, c'est son état. Par contre, retourner à un état sauvage, voilà, c'est effectivement ça. Il y a cette question en fait, il y a la question à partir du moment où on met le pied dedans. C'est un peu ce qu'on s'est dit d'ailleurs à l'issue de ce projet Seconde Nature. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on met le pied dedans, on a touché à quelque chose. C'est comme en restauration, en peinture, hein. À partir du moment où on a commencé à toucher le tableau, on l'a touché, donc ça y est, on a un équilibre qui est autre chose. C'est pas grave, hein, forcément, mais il faut l'admettre. Et qu'est-ce qu'on fait après? À quelles règles éthiques on se tient? Et c'est ce que font très bien, je pense, la plupart des restaurateurs en peinture. Voilà, il y a des règles éthiques, on sait, oui, on a touché l'œuvre, on le sait, on l'admet, on sait pourquoi on le fait, est-ce que c'est les bonnes raisons? Voilà, ça c'est encore des choses qu'on peut toujours débattre, mais en tout cas, on admet qu'on le fait et qu'on ne reviendra pas en arrière. Et donc il y a effectivement cette question qu'à un moment donné, il faut juste admettre que quand on a mis le pied dedans, on a mis le pied dedans, et retourner en arrière est compliqué. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment cette question du regard, parce que de la même façon, je dis on met le pied dedans, mais on met le regard dedans aussi. Et ça m'intéresse peut-être davantage, parce que là, c'est des questions qui m'échappent en partie. Je veux dire, je sais pas. Mais sur la question de l'art, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que justement, à partir du moment où on a imposé un regard
sur ces objets-là, voilà, qu'est-ce qu'on en tire, nous, comment on se retrouve, comment on accepte d'être affecté en retour par ces images-là, et voilà, et donc de cette espèce de comment on construit ce dialogue finalement avec ces objets artistiques, en acceptant qu'on ne peut plus les regarder exactement de la même façon, ces objets-là, que les objets d'art qui existaient précédemment, et notamment ceux qui n'engageaient pas du matériel vivant, quoi. Parce que là, il y a quand même voilà, une différence. Merci Camille.